Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va se faire un petit point donc, sur les marchés et sur les actions. Ce qui est important pour moi, c'était une semaine assez intéressante, que je trouve assez pivot, où on va parler usure des acheteurs. Vous savez, c'est un petit peu comme la fatigue, ça tombe bien parce qu'il y a eu des bons résultats sur Game Workshop. C'est un petit peu comme la fatigue quand vous faites des jeux justement de plateforme ou de guerre. Vous perdez un petit peu en puissance au fur et à mesure. Eh bien, pour les marchés boursiers, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est la même idée que je me fais. C'est au fur et à mesure, si vous voulez, les acheteurs, ils achètent les supports, etc. Mais petit à petit, ils ont moins d'entrain, moins de force, et ils se font retourner beaucoup plus facilement. Et ça, pour moi, voilà, c'est de l'usure, c'est de la faiblesse. Vous n'avez pas forcément encore le signal baissier ou signal vendeur, et après, ça dépend bien entendu de l'unité de temps que vous regardez et donc de l'horizon de temps, hein, parce qu'on parle là à très court terme. Sur du moyen à long terme, on est toujours sur des signaux haussiers. Mais en gros, on est là-dedans. Cette semaine, pour moi, ça a été typique de ça, surtout sur les valeurs technologiques et donc le Nasdaq. On va en reparler. On a eu la BCE cette semaine qui nous a fait une augmentation de taux et qui nous a expliqué qu'en gros, ils avaient plus ou moins terminé. Ça a été plutôt bien accueilli par les marchés, mais qu'est-ce que ça veut dire in fine? Moi, je pars du principe, si vous voulez, que c'est quand justement les banques centrales annoncent un petit peu qu'on a terminé avec la hausse des taux. Le pivot, on l'a anticipé. Depuis très longtemps, les marchés ont anticipé le pivot, ont anticipé que l'économie était résiliente, etc. Ce qu'il faut bien se dire, en fait, c'est que quand le pivot arrive, enfin, le marché, il a globalement tout anticipé. Alors, vous pouvez avoir des réactions, en effet, à très court terme. Mais ce qui va intéresser le marché maintenant, c'est plus réellement l'inflation. On en avait déjà parlé, on avait dit, le risque, c'est que le pétrole et les hydrocarbures remontent et que donc l'inflation ne baisse plus, c'est-à-dire reste légèrement en hausse, etc., pour que le marché retrouve un petit peu de peur et que les banques centrales se disent il faut peut-être encore un petit peu monter les taux, ou en tout cas les garder au même niveau. La problématique des marchés, ça va pas nécessairement être que les banques centrales continuent de monter les taux, parce qu'on sait plus ou moins qu'on est au bout, mais qu'elles les conservent maintenant à ces niveaux-là pendant très longtemps, et pendant plus longtemps que de raison, parce que c'est ce qui va handicaper l'économie. Parce que, rappelons-le, toujours est-il que la majorité des hausses de taux qui ont eu lieu n'ont pas encore impacté l'économie. Donc moi, je pars du principe, si vous voulez, que quand on regarde les stats de l'inflation, on est essentiellement sur un rebond qui est dû au rebond de l'énergie, et c'est ce qu'on a avec les PPI, donc avec les prix à la production. Donc c'est ce qui va arriver sur l'inflation ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est qu'on va voir qu'elle va plus ou moins bien tenir, mais surtout grâce à la hausse des hydrocarbures. Et une grosse pondération, quand vous regardez l'indice de l'inflation, vous devez regarder les pondérations. De la même manière que quand vous regardez un tracker ou un indice boursier, vous devez regarder les pondérations pour savoir de quoi on parle et si vous pouvez réellement en tirer des conclusions. Si vous regardez le CPI américain, ce qui est le plus important, ce sont les loyers. Les loyers de l'immobilier qui pèsent un tiers de l'inflation du CPI. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces loyers-là, c'est comme l'emploi, c'est un truc, c'est le dernier truc qui se casse la figure quand l'économie va mal, si vous voulez. Donc ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation tient surtout bien grâce à ces loyers qui ne désinflatent pas. Tout le reste désinflate, même si on a un rebond de l'énergie, ben ça fait 1 an que ça désinflate, et c'était essentiellement l'énergie qui nous avait permis justement la désinflation, et d'attendre maintenant que les biens durables se mettent à désinflater, que les services se mettent à désinflater aussi. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est les loyers. Et ça va arriver au fur et à mesure. Mais ça va arriver. Donc moi, moi je suis dans le camp de dire que les banques centrales ont fait le boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les éléments qui nous indiquent que la désinflation est là, et le retour à la target des 2%, c'est qu'une question de temps. Donc continuer de monter les taux maintenant alors que la guerre est déjà gagnée, eh ben, c'est une problématique où derrière ça va finir par handicaper l'économie. Et ça va faire toute la différence entre oh mon Dieu, si vous voulez, on désinflate, à mon consommateur est en train de tirer la langue. Et c'est pour ça que pour moi, j'avais dit à partir de la fin de l'été, le pivot, ça sera de se dire qu'en fait, les stats inflation, maintenant, on va plus trop les regarder. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la santé du consommateur. Parce que ce qui va surtout nous importer maintenant, c'est est-ce que le consommateur se met à tirer la langue? Donc, on remet en cause
tout ce que le marché boursier a revalorisé cette année, parce que les sociétés avaient été dans la capacité d'augmenter leur prix et donc de conserver, voire d'augmenter leur marge. Et maintenant, si le consommateur se met vraiment à devoir se serrer la ceinture, n'a plus de réserve d'épargne, n'a plus de dons des gouvernements, n'a plus de réserve d'épargne du Covid, n'a plus la capacité d'augmenter son salaire, puisque le marché de l'emploi, petit à petit également, va se désinflater, et ben à partir de ce moment-là, on va se retrouver réellement avec un besoin de se serrer un petit peu plus la ceinture et de chercher des alternatives. Ce qui fait qu'un paquet de sociétés qui avaient eu du pricing power en post-Covid, on va se rendre compte qu'en fait, elles n'ont pas réellement du pricing power, c'est juste qu'il y avait cet effet richesse qui faisait qu'on ne changeait pas nos coutumes. Mais cet effet richesse se gomme, et petit à petit, donc, on va inverser la donne. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut surtout, je vous avais préparé, hein, ça fait des semaines que je vous prépare là-dessus, mais ce qu'il faut surtout prendre en considération, c'est que ça ne se passe pas du jour au lendemain, hein. On est sur un paquebot économie, et ça c'est très très lent. Et la bourse, elle anticipe 3 fois le truc avant que ça se produise réellement. Et puis on anticipe, on revalorise, ça s'est pas passé, puis on anticipe, ça s'est pas passé, on revalorise, etc. Et puis là, paf, ça se passe. Donc pour moi, ce sont ces éléments-là qui sont importants. Même chose quand on va parler du pétrole, je vais faire l'analyse plus tard, mais le pétrole est en augmentation, donc oh mon Dieu l'inflation, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça va finir par attaquer la consommation, le consommateur, et in fine, donc également faire baisser les prix du pétrole. Mais là où il faut bien faire attention, c'est que pour moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les prix du pétrole sont inflatés par le déficit d'offres et pas par la demande. Donc ça, il faut bien le prendre en considération, c'est-à-dire que même si le pétrole baisse parce qu'on se prendra peur à nouveau qu'on a une récession, qu'on est au bord d'une récession, etc., peut-être pas tout de suite, ça va prendre quelques semaines à changer le narratif, je pars du principe que les prix ne se casseront pas la figure non plus en mode 60 dollars, etc. Il faudra faire attention par rapport à ça. Donc pour moi, c'est vraiment là-dedans que l'on est, c'est-à-dire que on va faire le marché pour moi ces 3 prochains mois, va préparer 2024, va faire le tri des patates, va bien axer le truc que l'inflation, même si on a du rebond, c'est temporaire. J'ai utilisé le mot magique. Euh, et ce qu'on va vraiment regarder, c'est la santé du consommateur, parce que c'est de lui dont tout va dépendre. Et donc, s'il va moins bien, mais ça va encore, etc., on va se dire que pas mal de sociétés vont avoir la capacité de conserver leur marge. Sinon, eh ben, il va falloir revaloriser un petit peu tout ce qu'on a valorisé ces derniers mois, puisque un paquet de sociétés ont été survalorisées et potentiellement sur des augmentations de marge qui ne sont pas tenables dans la durée. Et donc, l'idée que le monde de demain, ben, il va ressembler beaucoup au monde d'hier, c'est-à-dire avant le Covid, c'est-à-dire essentiellement de la croissance molle et un petit peu plus d'inflation et des taux qui vont rester élevés. C'est ça pour moi qui sera le carrefour. Ça ne sera pas qu'on revient de la croissance molle et donc à quelque chose qu'on connaît déjà. Ça ne sera pas que l'inflation désinflate, peut-être pas aussi vite que ce que l'on croit, ça va peut-être mettre encore un an qu'on revienne aux 2%, ce que vous voulez. Mais ce sera surtout l'idée de se dire, on part sur du ralentissement économique, mais ce ralentissement économique, les banques centrales sont très lentes à y réagir. Elles baisseront les taux, mais elles les baisseront très lentement, et donc les taux resteront plus élevés que ce qu'on avait connu dans les mêmes conditions économiques et d'inflation avant 2019, ce qui pour moi sera toujours à considérer comme un marché monétaire qui est vissé. Et on va essayer de lisser les problématiques dans le temps. Et donc c'est là pour moi où tout va se jouer, les valorisations, et notamment les valorisations de la croissance et potentiellement les rotations vers des valeurs plus tangibles, value, etc. Et éventuellement un retour vers les utilities et éventuellement aussi vers les minières. Et on le voit, les sociétés qui sont endettées, qui sont saines financièrement au niveau de leur compte de résultat, si vous voulez, mais au niveau du bilan qui sont un petit peu endettées, elles avaient été pas mal trucidées ces dernières semaines, ces derniers mois même, à cause du fait que les taux montaient. Et là, peut-être qu'elles vont récupérer, tout du moins pour du rebond, dans un premier temps, on ne va pas s'affoler non plus. On voit essentiellement les valeurs vertes hein, qui pourraient rebondir, parce que d'une part, bon, il y a des subventions à gogo, c'est comme les valeurs du digital, etc. Il ne faut pas omettre les vagues de fonds, si vous voulez, avec les subventions.
Tout ça, c'est financé, le protectionnisme, tout ce que vous voulez. C'est pareil avec l'acier, etc. L'Europe se réveille, on le voit, pour protéger également son marché automobile, pour protéger son marché de l'acier, etc. Enfin, donc tout ça, ça se met, si vous voulez, ça se cadenasse petit à petit et ça s'imbrique et ça va nous construire le cycle prochain. Donc pour moi, voilà, ce sont ces éléments-là pour moi qui sont plus importants. Et donc on voit de bons retours sur des valeurs endettées également en mode rebond, sur le fait que le marché est tout simplement en train de jouer la fin, la fin de la hausse des taux. Mais quand on regarde les taux longs, ben, l'obligataire, lui, il nous dit qu'il ne joue pas trop ça. En tout cas, il ne le joue pas encore. Donc on le voit, à ce stade-là, l'obligataire, lui, il se dit, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc globalement, je n'ai pas encore pris ma décision. Si je casse par le bas, évidemment, ça veut dire que je joue la peur de l'inflation, le fait que les banques centrales n'ont pas fini d'augmenter les taux, etc. Bon, ça finira mal en général. Et si je casse par le haut, ça veut dire que je commence à jouer que mon consommateur, il commence à tirer la langue un petit peu plus. Et donc, je vais commencer à rejouer mon narratif récession. Mais tant que je suis là-dedans, c'est kiff-kiff bourricot. Donc, on voit le marché obligataire, lui, pour l'instant, il ne sait pas trop. Donc, nous également, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que le marché action nous donne des signaux qui sont des signaux de faiblesse, d'usure, etc., et des rotations. Il faut les considérer comme des signaux court terme. On ne peut pas les considérer encore, si vous voulez, comme vraiment des changements de tendance. Donc, et ça doit se construire dans le temps. Et il va falloir que l'obligataire vienne nous confirmer ou nous infirmer cela. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est la sortie. Mais comme vous le voyez, on va arriver au bout. Hein, on va se décider incessamment sous peu. De toute façon, les mois de septembre, octobre, c'est souvent des mois pivots. Pas nécessairement dans le sens du crash. Mais voilà, c'est ce qu'il faut pour moi prendre en considération. Donc j'ai essayé de synthétiser tout ça en 10 minutes. J'espère que j'ai fait le boulot. Et donc le pétrole, on avait cassé par le haut. On est en train de monter, je ne vous fais pas un dessin, vers la zone des 95 à 96 dollars. Ok, très bien, pas de souci sur ça. Il faudra à un moment donné consolider, c'est haussier point barre. J'ai rien de plus à dire. On peut même monter jusqu'aux 100 dollars pour essayer de faire catching sur ce niveau psychologique. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, la hausse du pétrole, c'est un poids supplémentaire sur le consommateur in fine, tout comme la hausse des taux des banques centrales actuellement, alors que pour moi l'inflation est battue, c'est qu'une question de temps, est également un poids supplémentaire sur le consommateur à venir. Et de la même manière que quand le consommateur aura tous ces poids, le fait que les banques centrales ne voudront pas descendre les taux trop rapidement, ça sera un poids supplémentaire. On aura l'occasion d'y revenir, mais ça sera pour moi le point central d'éventuellement l'erreur des banques centrales d'un point de vue économique, mais de la rotation sectorielle qu'on pourra éventuellement jouer à ce moment-là. C'est pas pour tout de suite, hein, à ce stade-là, je ne le jouerai pas encore. Le cuivre, pour moi, il nous indique que la Chine fait des mesures, etc., mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un emballement certain. On a quelques stats un petit peu meilleurs que prévu, c'est déjà pas mal, mais voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de méfiance, donc à ce stade, c'est pas fait. Au niveau de notre CAC 40, on avait cette semaine, vous voyez, on a passé la semaine à douter, cassera pas, puis paf, Lagarde a parlé, et puis pour une fois, on a joué la hausse, on est remonté, mais il faut dire aussi qu'on a eu des bonnes stats sur la Chine qui ont permis au luxe de rebondir. Le luxe qui rebondit au prorata, mais qui ne change pas sa configuration de neutralisation, je dirais, et de consolidation sur du moyen terme. Donc c'est là aussi, il faut bien prendre en considération que vous avez le yo-yo qui continue, mais on reste dans la figure, rien n'a changé, c'est très neutre, c'est normalisateur depuis 6 mois. Donc là, je veux dire, tant qu'on ne cassera pas par le haut ou par le bas, on n'aura pas la suite des haricots. Au niveau du DAX, on va retrouver exactement la même chose. Hein. On était en train de travailler le bas, on est venu travailler le haut, mais on bloque dessus pour l'instant. Donc il va falloir, là, on continue de rester dans la même congestion. Donc en gros, on n'a rien changé. Entre le doute du début de semaine, le soulagement entre hier et aujourd'hui, pour moi, voilà, il faut faire attention. Je lis beaucoup de choses. En fait, vous vous faites balader, si vous voulez, concrètement depuis un mois. On n'a pas changé. Pour moi, je suis toujours très neutre. Je parle toujours d'usure. Je parle toujours on est en mode trading. Hein. On n'est pas en mode investisseur là, mis à part avec une grosse sélectivité sur quelques actions, mais sinon pas grand-chose. L'euro-dollar a pas mal bougé avec la décision évidemment de la BCE.
mais c'est surtout la semaine prochaine avec Powell qu'on aura droit aussi pas mal de gesticulation. Pour moi, on ne change pas l'affaire, c'est que le dollar est toujours très fort sur ce mouvement-là, mais si on prend le recul, on est là aussi dans la neutralisation, la normalisation de la configuration. C'est-à-dire qu'on s'est pris une grosse benne, on a rebondi, on a retracé à peu près la moitié de la grosse benne, et maintenant, en fait, on est dans une espèce de ce que j'appelle un ventre mou, c'est-à-dire des consolidations à plat, en range. Alors on peut tracer quelques obliques, etc., mais d'une manière générale, en fait, on ne peut pas se décider sur la faiblesse du dollar ou la force du dollar, ou inversement de l'euro, tant qu'on ne sortira pas de cette figure. Et cette figure, elle est assez large. J'avais mis pour moi un support que je trouvais intéressant sur lequel on est là, donc on rebondit un petit peu dessus. Mais même si on le casse, je peux pousser un support à 1,470, je peux pousser un autre support à 1,350 qui ne change pas ma donne. Je veux dire, entre 1,3 et 1,12, globalement, pour moi, l'euro-dollar, c'est neutre. Et donc, je suis dans ma construction d'une large figure et ça peut durer. Ce n'est que si je commence à sortir en dessous des 1,03, que je commence à me dire, ok, on est reparti pour un cycle de faiblesse sur l'euro et on va peut-être revenir à parité. Ou à contrario, il faudra, vous le voyez, sortir des 1,12, 1,15 là, pour commencer à se dire, tiens, force de l'euro, faiblesse du dollar à plus moyen long terme, et donc rotation également dans mes investissements sur la surpondération qu'il y a et la surconcentration qu'il y a depuis des années sur les marchés américains, et les autres, on récupère les cacahuètes. Alors on a vu pas mal de rebonds sur le Japon, pas mal de rebonds sur l'Europe, mais de manière spécifique sur certaines valeurs. Mais là, voilà, on parle vraiment de gros mouvements. Mais ça, voilà, ça ne va pas se décider incessamment sous peu. On le voit, c'est beaucoup de zigzags, mais pour l'instant, pour moi, c'est toujours très neutre. D'un point de vue moyen-long terme, on ne peut pas trop bouger. Ça y est, l'uranium, tout le monde en parle, c'est parti. Donc, on a le consensus qu'on parle, c'est ce qui permet l'exponentielle. Bon, il y a fort à parier qu'on va avoir besoin de reprendre son souffle à un moment donné, consolider, mais la tendance est là, la config est là, on est en plein dedans. Nucléaire power. Ce qui va m'intéresser, mais j'y reviendrai peut-être sur les actions aussi, c'est que voilà, ça commence à bouger aussi. Alors, je ne vais pas faire l'or, je ne vais pas faire l'argent, je vais faire le platine. Mais en gros, on n'a pas grand-chose, mais vous voyez, si vous avez un dépassement des 1000 $, ça va devenir intéressant. Et ça sera à corroborer avec l'or et l'argent, et du coup les minières. C'est toujours des tendances baissières, hein, mais on commence à avoir des grosses réactions, je trouve, de rebond, et on a des congestions qui sont intéressantes. On y reviendra plus tard dans l'analyse des actions. Sinon, au niveau des semi-conducteurs, c'est essentiellement les valeurs tech qui patinent, qui pataugent un petit peu plus, voilà, pas grand-chose de plus à se dire que ça. On est en train de normaliser la tendance, c'est toujours une tendance haussière, mais on est en train de la digérer. Et évidemment, comme ce sont ces valeurs-là qui ont été surpondérées dans les indices, on a l'impression que les indices tirent un petit peu la tronche. Mais voilà, il y a une grosse sélectivité quand même entre des secteurs plus défensifs et des secteurs plus agressifs, comme offensifs, comme le secteur de la croissance ou des semi-conducteurs. Voilà, on a deux types de marchés, il faut faire attention de bien se dépatauger des indices qui vous envoient une vue qui peut être erronée. Comme le CAC 40, si vous voulez, il avait plutôt été bien résilient, on est toujours très neutre, mais il avait été bien résilient parce que grâce à la montée des hydrocarbures et grâce à un protectionnisme au niveau de l'auto, on a eu pas mal de valeurs cycliques qui sont bien remontées et qui ont pu compenser un petit peu et absorber la baisse des valeurs du luxe. Et donc du coup, on se retrouve, si vous voulez là, avec un CAC 40 qui n'a pas bougé, mais au final, vous avez du rebond technique sur le luxe, mais qui est toujours en consolidation, donc dans une neutralisation de moyen terme, et vous avez du rebond sur les valeurs pétrole et sur les valeurs auto et compagnie, qui ont réussi à compenser un temps, et qui, elles aussi, ont besoin de reprendre leur souffle. Donc on se retrouve, vous voyez, toujours dans la neutralisation, et ce qui a permis, en fait, d'absorber le choc du luxe. Sans cela, sans le pétrole, sans l'auto, etc., les banques et compagnie, la baisse du luxe, si vous voulez, aurait suffi à revenir très certainement au niveau des 7000 points. Et on aurait cassé les supports qu'on a sauvés cette semaine-là. Donc on a réussi à absorber ce niveau-là. Mais maintenant, voilà, on sent bien que les valeurs pétrole, auto et compagnie, peut-être que voilà, il va falloir consolider un petit peu les hausses. Et donc le luxe aussi, on fait des bons rebonds, mais il va falloir les consolider. Bref, on rentre dans des digestions un petit peu partout. Et c'est ça qui va être important de regarder ces prochaines semaines. Et le Nasdaq, donc, qui va avoir à peu près la même tête, vous le voyez,
On a la congestion ici depuis un peu plus d'une semaine. Et alors, on vient chercher les supports, on rebondit. On n'arrive pas à confirmer, usure. On retente, on se dit tiens, ça repart, paf, on se fait retourner. Et là, même chose, aujourd'hui, hier, on retente, on se dit tiens, on va breaker, c'est reparti pour un tour, etc. Paf, aujourd'hui, on re-enfonce les supports et on les enfonce assez facilement. Donc on est à nouveau sur un support là, mais vous voyez, si on ne rebondit pas maintenant, on va commencer à passer en dessous des 15 200 points. Et là, c'est plus la même donne. On reste dans une figure large, vous voyez, de long terme qui est haussière, donc on reste haussier à long terme, mais on rentrerait dans une neutralisation à l'intérieur de cette figure qui est assez large, hein, qui a à peu près 1500 points de largeur. On re-rentrerait donc dans un zigzag de moyen terme, neutre. Et à court terme, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse à intégrer qui, pour moi, est aujourd'hui validée. Alors, il faut attendre la clôture, bien entendu, mais voilà, c'est pas un début de séance qui met en confiance. Donc pour moi, ça, c'est OK. On est prudent un petit peu sur la suite, mais il ne faut pas vendre père et mère si vous voulez, parce que même si vous cassez par le bas, peut-être qu'on reviendra chercher les 14 008, mais si on les tient, vous aurez du rebond, vous resterez dans la figure. Bref, tant qu'on ne va pas casser une figure par le bas, je veux dire, il faut savoir d'où on vient, et il faut accepter que ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à faire du yo-yo, à consolider, sans pour autant remettre en cause la tendance de fond. C'est bien ça qui pour moi est important à retenir. Et quand on va regarder l'or et l'argent, donc ça réagit, mais il nous faut toujours la cassure. Donc là, je vais prendre cette oblique ici dorénavant, c'est celle qui va m'intéresser, donc avec une cassure des 1940, 1950 pour relancer la dynamique, et on voit qu'on a pas mal de minières qui se mettent dans des bonnes dispositions. L'argent également, ça se regarde, pour l'instant on tient le support, il y aura toujours beaucoup de boulot, mais voilà, là aussi, si je range un petit peu ma chambre et que j'apprends à sauvegarder à chaque fois que je trace des nouveaux trucs, ça permettra de ne pas avoir les graphiques autant surchargés. Hop, voilà, petit nettoyage de chambre. Voilà un petit peu où on est et on va sauvegarder. Et donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est sur l'argent, on voit un petit peu en retrait, mais les minières boostent pas mal, je trouve. Ce serait de revenir au-dessus des 24 $ et de rester là dans le haut de cette zone. Et là, ça serait pas mal pour commencer à jouer les mouvements de break. Bref, vous l'avez compris, c'est une période pour moi que je trouve très intéressante, très passionnante, parce qu'on est au carrefour de beaucoup de choses, rotation, etc. Donc voilà, j'espère que c'était le plus clair possible. Beaucoup de répétitions évidemment par rapport à ceux qui peuvent me suivre chaque semaine, mais j'espère que ça vous permet d'imbriquer les choses et de voir justement l'hypothèse de travail petit à petit s'affiner, être validée par le marché, voilà, et tout est une question ensuite de timing, de ne pas anticiper trop tôt ces hypothèses de travail. Et c'est tout le but de ces vidéos-là, si vous voulez, c'est bien de vous démontrer un petit peu comment on construit d'un point de vue macroéconomique l'hypothèse de travail et ensuite comment on va le transférer sur les achats de positions de portefeuille avec le timing graphique qui rentre en ligne de compte et toujours le graphique qui a raison et pas mon avis macro. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne de se faire connaître, ça permet d'aider peut-être d'autres investisseurs comme vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est suffisamment clair, etc. À faire des propositions vous-même, d'hypothèses, parce que voilà, c'est mon hypothèse de travail. Après, ça ne sera pas forcément l'hypothèse du marché, ça ne sera pas forcément validé, mais c'est aussi ça, le métier, c'est d'avoir plusieurs hypothèses, et là, j'en pousse une, mais derrière, si le marché ne me confirme pas, je reviendrai en arrière, parce que le marché peut très bien confirmer que l'économie va rester résiliente et que tout va bien dans le meilleur des mondes possible, très bien. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour la seconde vidéo sur les actions. Excellent week-end à vous les graphes, à lundi sur graphseobourse.fr pour les chroniques quasi quotidiennes que je publie. On reprendra ça en mode rentrée dorénavant. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout et à la prochaine. Salut.